moteur thermique et donc plutôt d'énergie type gasoil ou autre, on voit quand même une tendance de fond qui va vers l'électricité ou en tout cas plutôt une consommation effectivement électrique au détriment du thermique. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond. Et bien sûr, après, dans la consommation électrique, des nouvelles technologies qui arrivent, qui sont des technologies déjà disponibles en tant que consommateur grand public, mais qui arrivent aussi maintenant dans le secteur, comme évidemment les batteries lithium-ion ou d'autres types d'énergie. Vous parlez également de plus en plus de TCO, coût total de la performance. De quoi s'agit-il? Oui, TCO, alors TCO en anglais, Total Cost of Ownership, coût total de détention en français. C'est sûr que c'est une approche. Alors, il faut avoir une certaine maturité aussi de votre acheteur en face, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a tendance à se développer. On n'est plus uniquement sur le coût d'acquisition ou de location du matériel initial. On essaie d'intégrer l'ensemble des coûts que le client va devoir supporter sur la durée complète de la prestation, donc évidemment en intégrant les coûts de maintenance, les coûts de réparation, le coût justement de l'énergie, parce que selon les matériels, ce n'est pas les mêmes coûts du tout. Et sur toute la longévité. Et sur toute la durée d'utilisation du matériel. Et on peut même aller encore au-delà, puisque maintenant on parle même de TOP, donc plutôt de Total Ownership Performance, donc de performance totale de détention, où on va ajouter la notion de productivité qui est apportée par le matériel. Parce qu'il n'y a pas que le coût, je dirais, global d'acquisition ou d'utilisation, il y a aussi la performance que vous amène ce matériel pour ce prix-là. Ça, c'est un argument de vente? En tout cas, en ce qui concerne Fenwick, oui. Oui, parce que vous dites tout dépend de la maturité de votre client. Ça veut dire qu'actuellement, oui, parce que c'est aussi un modèle que le client doit intégrer. Voilà, enfin, que ce soit chez les fournisseurs ou chez les clients, il y a aussi besoin d'avoir une maturation dans la compréhension de l'investissement. Et maintenant que chez Fenwick, vous pratiquez le TCO pour vos clients, est-ce que ça veut dire que vous avez dû embaucher ou faire des formations au sein même de l'entreprise pour, pouvoir avoir un service qui tient la route, non, mais même tenir la route, il faut que ça tienne la route. Oui, tout à fait. Non, alors on avait bien sûr beaucoup de données techniques déjà, mais après, il faut le transformer effectivement en argument de vente et il faut, comme vous l'avez effectivement mentionné, il faut aussi investir en formation. Parce que nos forces de vente ont quand même connu beaucoup d'évolutions ces dernières années et il faut pouvoir l'intégrer dans le discours commercial. Donc pour vous, Monsieur Wencker, je vois donc au-delà de l'accentuation de la location, externalisation de la maintenance et du service, mélange du neuf et de l'occasion. Il y a aussi, vous dites, attention, c'est un marché qui mélange tout aussi. Calcul économique de l'usage, plutôt que l'évaluation de la détention patrimoniale. Exactement. On est à peu près là-dessus? Parfait. Jean-Luc Thomé, bonjour. Vous êtes président de BA System. 22 millions de chiffre d'affaires, 150 salariés, essentiellement des ingénieurs et des techniciens. Alors, votre entreprise est un peu particulière puisqu'elle fabrique des véhicules automatisés. Véhicules automatisés, ce sont des chariots, bien sûr, mais ils étaient filoguidés avant. Aujourd'hui, ce sont des caméras laser ou bien des caméras optiques qui les guident. Dans votre métier, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé dans mon métier, d'abord bonjour à toutes et à tous, ce qui a changé dans mon métier, c'est la maturité de la technologie, la maturité des clients. Jusqu'à la fin 2009-2010, nous avions rarement plusieurs installations dans le même groupe ou chez le même client, parce que c'était plutôt les avant-gardistes qui venaient s'équiper avec ce type de machine automatique. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Précédemment, j'avais vraiment comme objectif commercial pour les équipes commerciales de réussir à revendre en système dans un groupe qui était déjà équipé. On se posait la question, pourquoi sont-ils pas satisfaits? Pourquoi ne viennent-ils pas sur ce genre de solution? Donc, ce qui nous a amené une croissance assez faible. Et depuis 2010, gros revirement de situation, où on a vraiment des groupes qui s'équipent de manière systématique sur des usines, et on voit apparaître ce type de solution comme n'étant plus exploratoire, mais vraiment des standards de l'industrie. Des gens qui vont faire une usine vont systématiquement, dans certains groupes, penser à l'automatisation de la fin de ligne par des chariots automatiques pour faire tout ce qui est manutention horizontale automatique ou stockage automatique. À quoi attribuez-vous ce changement que vous pouvez dater? Avant, c'était exceptionnel, après, ça devient une mesure standardisée. Je pense qu'un des éléments qui a joué en notre faveur, si j'ose dire, c'est la crise économique, dans le sens où un certain nombre de groupes ont arrêté de faire des investissements de capacité pour faire des investissements de productivité. Et on l'a vraiment vu chez des gens comme L'Oréal, des gens comme Candia, ce genre de grands groupes.
qui n'avaient plus tellement de parts de marché à acquérir au niveau européen. Par contre, devaient chercher des points de rentabilité et d'efficacité, justement, comme ça vient d'être évoqué, en augmentant la productivité des installations, et pas uniquement en faisant de la réduction de main-d'œuvre, mais également en assurant un service d'approvisionnement ou d'évacuation de lignes de production beaucoup plus continue, et donc permettre d'augmenter le taux de rendement synthétique, le rendement des lignes de production. Et ça a été vraiment très flagrant chez un certain nombre d'industriels. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir ainsi rappelé ce que je pense ici dans la salle, tout le monde vit, a déjà approché et connaît. Maintenant, je vais vous demander de changer de costume. Vous allez revêtir le costume d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise adhérent au DLR. Vous sentez ce costume, il râpe un peu parfois, il n'est pas tout à fait ajusté, parfois certains éléments sont sur mesure, d'autres sont en voie de reconception. C'est donc ce rôle-là maintenant que je vais vous demander de jouer dans les questions que je vais vous poser. Si vous deviez, en ayant ce statut de dirigeant d'entreprise adhérent au DLR, si vous deviez envisager l'avenir, étant donné tout ce que vous savez déjà, à quelle tendance feriez-vous attention? Monsieur Borer, pardon. Merci. Alors c'est un peu paradoxal de demander à quelqu'un qui n'est plus en activité d'avoir une vision sur l'avenir, mais je vais essayer. Au contraire, il a une liberté de parole peut-être supplémentaire. Exactement. Voilà, la liberté. Et comme le disait l'intervenant précédent, c'est souvent dans le passé qu'on trouve des modèles d'innovation, enfin qui deviennent des modèles d'innovation. Alors lâchez-vous, allons-y. Alors, oui, alors, je pense, alors je vais peut-être donner des directions qui sont évidemment qui ne sont pas des nouveautés, qui existent déjà pour un certain nombre de distributeurs, mais je crois que plus que jamais, il faut développer des démarches partenariales d'économie partagée. J'entends par là qu'entre le distributeur, même le constructeur, mais le distributeur et les clients, il faut que la compétence, l'expertise, le savoir-faire du distributeur soit un plus pour le client. Donc ça nécessite une parfaite connaissance du client, savoir exactement quelles sont ses activités, quels sont son mode de travail, quels sont les matériels qu'il utilise, comment est-ce qu'on peut l'aider éventuellement avec des accessoires. Et il y a également le développement, et c'est là que je voulais en venir, de tout ce qui est engin connecté. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la télétransmission des données. Je crois qu'on va vers des engins qui seront, comme dans les maisons, comme partout, connectés. C'est-à-dire que n'importe qui, en tous les cas les professionnels, pourront à chaque moment savoir quel est l'état de fonctionnement, quel est le nombre d'heures, etc., de la machine. Et là, il va s'instaurer un dialogue entre le client et entre le distributeur, voire le constructeur, de manière à... le distributeur sera le conseiller matériel, je le vois comme ça, de son client. Le conseiller en économie d'énergie, on en a parlé, parce qu'on voit par exemple que les phases de travail ne sont pas faites de façon tout à fait optimale. Le conseiller sur des cycles de remplacement de composants ou de consommables, par exemple, espacer les vidanges d'huile ou autres. Également dans le domaine de tout ce qui est l'environnement, privilégier l'économie circulaire. À savoir, par exemple, au lieu de remplacer des pièces par des pièces neuves, prendre des pièces réparées, prendre des pièces remanufacturées. Il existe des outils aujourd'hui qui sont en plein développement, c'est ce qu'on appelle les imprimantes 3D, donc tout ce qui est usinage addictif. Je pense que ça fera partie demain des équipements que les distributeurs auront. J'ai discuté l'autre jour avec les gens de chez Peugeot, par exemple. Certains de leurs distributeurs pensent déjà s'équiper pour, par exemple, vous achetez une voiture tout à fait standard, mais vous voulez que le pommeau de vitesse soit à l'effigie de votre petit ami. Vous lui envoyez des photos à votre distributeur, il va mettre ça, et puis il vous sortira un pommeau qui sera... Alors c'est anecdotique, c'est certainement pas ce qui va faire gagner en coût de manœuvre, mais je pense que pour des petites pièces à réparer, pour un certain nombre de choses, il y a là-dedans donc une ouverture à toutes les technologies qui sont en train de se développer.
Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire aussi, si je poursuis votre idée, que l'on pourrait avoir du matériel avec des mises à jour, comme on met à jour son smartphone, c'est-à-dire que le constructeur lui-même, dans l'organisation informatisée, la partie informatisée de la machine, dit attendez, on va reconcevoir, on a reconçu la distribution des énergies, etc. Mettez-le à jour, ça ira mieux. C'est envisageable, c'est-à-dire avoir un matériel évolutif? Oui, c'est effectivement envisageable. Bon, évidemment, il y a là derrière des problèmes de normes. Toutes les machines ne sont évidemment pas, selon leur âge, on ne peut pas les mettre au dernier standard, mais il y aura certainement beaucoup plus de facilité à ce niveau-là, de manière à ce que les gens gardent des matériels peut-être un peu plus longtemps. Hein. Ça fera, il y aura un renouvellement qui se fera de toute manière certainement différemment. Dernière question, Monsieur Borer. Si ces tendances-là s'affirmaient très concrètement pour une entreprise, du coup, ça veut donc dire qu'elle doit veiller aux compétences de ses personnels sur ces points nouveaux, à la mise à jour précisément de l'ensemble des savoir-faire. Nous sommes bien d'accord là-dessus, il faut être... Oui, il faut rester évidemment toujours totalement compétent. Merci beaucoup pour votre intervention. Jérôme Wencker, même perspective. Vous voici conseiller des dirigeants du DLR. Quelle évolution inéluctable selon vous à venir? Écoutez, moi je vois trois tendances. Je retiens les leviers de vitesse. Mettre la photo du patron pour les véhicules de société sur le levier. Non, première tendance, d'abord je le vis moi-même en tant que responsable d'entreprise, et je pense que tous les chefs d'entreprise ou responsables ici présents le vivent un peu, c'est toutes les contraintes, je dirais, liées au réglementaire. Je pense que c'est quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui pour un chef d'entreprise ou d'ailleurs pour un responsable d'exploitation, sans qu'il soit forcément chef d'entreprise, mais c'est quand même souvent lui qui porte la responsabilité liée à des conséquences malheureuses éventuelles. Donc je pense qu'il va falloir à l'avenir que l'on soit beaucoup plus musclé, beaucoup plus professionnel, beaucoup mieux armé en tant que fournisseur pour apporter du conseil, de la prestation de services autour de ces contraintes réglementaires et de les transformer en opportunités, évidemment en opportunités d'affaires, mais également en tranquillité vis-à-vis des clients. Puis-je vous interrompre 30 secondes, oui. Simplement pour vous rappeler, donc M. Wencker vient de dire, attention, l'une des tendances majeures, effectivement, sera la connaissance des ruptures réglementaires pour l'adaptation des matériels. Je reviens à votre premier vote. Quel devra être à l'avenir, selon vous, le rôle majeur, pas exclusif, mais majeur de l'association professionnelle DLR? Vous avez dit à 37%, le lobbying, c'est-à-dire être présent initiateur quasi des ruptures réglementaires et législatives. Merci beaucoup. Poursuivez, M. Wencker. Oui, tout à fait. Donc, il faut être en amont, mais il faut aussi être capable de gérer les conséquences en aval, parce que malheureusement, on ne sera pas toujours capable d'influencer, je dirais, les pouvoirs publics en la matière. Par contre, je pense qu'il y a une vraie opportunité de transformer ce qu'on pourrait considérer comme une contrainte en opportunité d'affaires. Le deuxième sujet, il a été en partie abordé, il sera également, je pense, abordé bien sûr par Jean-Luc, mais c'est l'automatisation ou la robotisation ou l'intelligence que l'on va apporter à nos matériels dans le futur. Elle en a déjà, évidemment, enfin ils en ont déjà de l'intelligence, mais ça se développera beaucoup plus à l'avenir. Bien sûr, la question, c'est la vitesse. À quelle vitesse ça va se développer? Par exemple, très concrètement, pour le futur? L'automatisation des chariots, donc c'est déjà quelque chose qui se fait, mais c'est encore anecdotique aujourd'hui dans l'ensemble du périmètre d'activité. On sait bien que le rêve, je ne dis pas que c'est le mien, mais le rêve de beaucoup d'employeurs ou de chefs d'entreprise, c'est de se passer de leur main-d'œuvre. Parce que beaucoup de contraintes, beaucoup de complexité, voilà, c'est de la matière humaine à gérer, et que dès qu'un employeur pourra se passer de sa main-d'œuvre, il le fera, lorsqu'il sera convaincu, évidemment, de la pertinence économique. Donc ce phénomène, on le voit bien, on voit qu'il prend de l'ampleur. On le voit déjà au niveau des demandes, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens. Ensuite, le client se rend compte quand même que ça pose un certain nombre de contraintes, que ça a un coût, qu'il n'est pas toujours convaincu parce qu'on n'est peut-être pas encore suffisamment bon dans la démonstration également, et pas forcément convaincu toujours économiquement, ou aussi des conséquences sociales que ça peut générer chez lui, puisque forcément, si on dit demain je vais me passer d'une partie de mes caristes et je vais remplacer par des chariots automatisés ou robotisés, ça va être très compliqué à gérer. Donc voilà, donc il y a aussi un courage peut-être des fois à prendre la décision.
Mais il est certain que c'est une tendance de fond qui va se développer très fortement. Je me permets d'insister sur ce dernier point également. Encore une fois, les options techniques sont possibles. C'est ce que vous dites ici. Robotiser, c'est une tendance et franchement, elle est déjà là, mais elle va s'accentuer. Ouais. Maintenant, on a un problème social derrière, peut-être. C'est-à-dire, si j'enlève mes caristes, que deviennent-ils? À cette question-là, je vous demande, s'il vous plaît, de bien la garder en tête. 15 heures, on commence à y répondre avec Michel Musenutter. Merci beaucoup, Monsieur Wencker, pour votre intervention. Je résume donc jusqu'à présent. Partenariat, vous dites attention, l'une des tendances, c'est comment je considère mon client. Est-ce que je le considère comme une machine à cash, je vais être brutal, ou est-ce que je le considère comme un véritable partenaire? J'insiste sur la qualité de la relation que j'ai avec lui, une qualité professionnelle bien sûr, de confiance, exigeante, mais où je comprends également ses besoins. Deuxièmement, vous dites, attention, on va vers la machine connectée. Vous avez dit, j'aimerais qu'on y revienne, s'il vous plaît, pour les deux premiers, je reviendrai vers vous dans un instant, Monsieur Thomé, levier de vitesse personnalisé. Mais très clairement, à quoi, comment pourrait-on personnaliser une machine? Dites-moi, c'est possible, ça peut se faire ou pas? Dans quel cas? Il y a de nombreux leviers. Bon, évidemment, là, c'était anecdotique et c'était certainement pas. Mais la personnalisation d'une machine, ça va déjà. Il faut qu'elle soit en adéquation avec l'application du client. Donc, il existe aujourd'hui, et ça les distributeurs le savent parce qu'ils en sont la plupart du temps distributeurs, de très nombreux outils, changement rapide, tout un tas de petits matériels qui se montent, que ce soit sur une pelle, une chargeuse ou sur d'autres engins. Donc, je dirais que ça déjà. Alors pour ça, on n'a pas besoin évidemment d'une imprimante laser, ça c'est clair. Mais ça fait partie de la personnalisation, de la customisation de la machine. Après, il peut y avoir, comme dit, peut-être des choses, je ne sais pas. Je prends un cas qui peut être, je viens de penser, qui peut être moins anecdotique que l'histoire du pommeau de vitesse, mais admettez que vous ayez un conducteur handicapé qui a un problème de par la morphologie de sa main. Il lui manque des doigts, etc. Bien demain, vous prendrez des photos en 3 dimensions de sa main et on pourra lui faire spécifiquement pour lui un manipulateur qui soit adapté. Bon, c'est des idées comme ça, je pense qu'il peut y en avoir, il y a un développement énorme qui peut se faire. Vous vouliez intervenir, Monsieur Wencker? Non, simplement en complément, c'est notamment dans le chariot élévateur, en tout cas en ce qui concerne Fenwick, ça fait de nombreuses années qu'on est capable de personnaliser les matériels, que ce soit physiquement ou que ce soit évidemment dans les applicatifs type logiciel ou autre. On a aujourd'hui 10% de notre production qui est vraiment personnalisée et ça peut passer par des choses très... C'est pas le levier de vitesse, mais ça peut être le siège, ça peut être la couleur, les couleurs des clients. Aujourd'hui, on a de nombreux clients qui veulent des chariots peints à leur couleur. Et qui demandent qu'on respecte strictement leur pantone ou leur râle, etc., selon les exigences des clients. Mais après, bien sûr, ça va surtout, avant tout, dans l'application du client. Et juste avant de donner la parole à Monsieur Thomé, j'aimerais du coup que vous me fassiez la synthèse entre deux idées qui me paraissent contradictoires. D'un côté, vous m'avez dit le client qui dit « moi je veux simplement un parc disponible 24 heures sur 24, je viens, je vous demande de me mettre à disposition ce parc » et d'autre part la customisation personnalisée du matériel dont vous venez de nous parler. Il n'y a pas forcément de contradiction. Heureusement, le monde n'est pas encore monozygote. Et donc, après, ça dépend évidemment, là aussi, du niveau de maturité du client, du type d'application. Le chariot élévateur, dans certaines industries, c'est un fournisseur secondaire, tertiaire. Dans d'autres, c'est presque un fournisseur primaire. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Jean-Luc Thomé, on a évoqué beaucoup l'automatisation, ça c'est votre spécialité, j'aimerais un focus particulier. Faut-il s'attendre à une robotisation accélérée de toutes les fonctions? Je précise bien ma question. Traîne dans l'air du temps, mais plus que dans l'air du temps, l'idée de l'usine du futur, l'usine 4.0, celle qui maîtriserait toute l'informatisation des flux entrants et des flux sortants. Va-t-on vers ça? Donc, je pense qu'il faut segmenter tout ce qui est automatisation, robotisation. Il y a d'abord tout un pan, tout un volet qui doit être de l'assistance à l'exploitant pour améliorer les aspects sécurité, les aspects pénibilité, pour faire de la productivité. On voit, pour rester dans le domaine du chariot, des chariots qui vont suivre des piqueurs
on voit des véhicules de mine qui sont guidés sur des trajectoires précises. Donc c'est de la robotisation, c'est des premiers modules de robotisation qui permettent d'améliorer le confort, la pénibilité, la sécurité. Donc ça, c'est vraiment un pan qui est en train de se développer et qui est vraiment en très forte croissance et qui se cherche également pour trouver, donc tout un domaine qu'on appelle la cobotique, donc la robotique collaborative, comment comprendre correctement une évolution d'usage et comment améliorer le quotidien de l'exploitation et bien entendu sa productivité parce qu'on est quand même là pour ça. Et à côté de ça, il y a effectivement l'usine du futur, donc 4.0, ça avance très vite les chiffres là-dessus, sur lesquels on est, à mon sens, pour des domaines d'application qui sont extrêmement limités, parce qu'on n'est plus à vendre des machines, on est à vendre des systèmes. C'est-à-dire qu'on est à comprendre complètement le fonctionnement d'une usine, le fonctionnement du flux de production du client pour rester dans le domaine de la manutention, et effectivement, comme Jérôme le mentionnait, à s'engager en termes de coût d'exploitation et en termes de performance, donc de production, sur des durées qui pour nous aujourd'hui atteignent 10 ans. C'est-à-dire que les clients qui rentrent dans l'automatisation, comme ils perdent le contrôle complet de l'exploitation quelque part, vont demander des garanties extrêmement fortes, donc des garanties avec des KPI, des indicateurs de performance qui sont suivis sur des durées qui aujourd'hui atteignent 10 ans. Donc on est vraiment sur deux mondes qui sont séparés. Pour moi, un monde qui doit avancer très vite, c'est l'aide à l'exploitation, pour faire simple, et un monde qui va avancer beaucoup plus doucement et qui est quand même un domaine assez réservé, qui est l'usine 4.0. Merci beaucoup, Monsieur Wencker. Oui, une remarque ? Non, simplement, c'est peut-être juste une précision, parce que là, on parle beaucoup d'usines. Malheureusement, il y en a de moins en moins en France. Et je suis le premier à le regretter, bien sûr. Il ne faut pas oublier toute la partie, évidemment, logistique et distribution, qui sont, je pense, les grands enjeux aussi futurs en France. Donc cette capacité d'automatisation ou de robotisation au sein des entrepôts logistiques, ou au sein des grands centres de distribution, c'est quand même là où ça va beaucoup se jouer aussi. Et puis peut-être... quand on parle de l'usine ou en tout cas de l'entreprise 4.0, je pense que aussi un point important va être la capacité de l'associer au développement durable. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une tendance qu'il va falloir associer, entre guillemets, à la numérisation ou à l'intelligence artificielle qu'on va donner demain aux entreprises. Un commentaire, Monsieur Thomé ? Oui, tout à fait exact. Et on voit que c'est vraiment des choses qui se cherchent parce que vous avez peut-être eu l'occasion de voir ou de lire que des entrepôts, des plateformes de distribution type Leclerc sont en train de mettre en place des solutions. On parle de... Donc je répète le mot usine, malgré tout, des ensembles complètement automatisés, des investissements entre 50 et 80 millions d'euros, qui sont vraiment des machines à produire de la préparation de commandes. Donc c'est une solution qui est extrêmement lourde et donc il y a d'autres solutions plus légères qui sont étudiées à partir de moyens plus traditionnels. Non, mais la raison, enfin notamment la raison de mon commentaire ou de mon propos, c'était aussi que l'usine peut des fois s'inscrire dans une durée qui est plus longue, là où aujourd'hui la logistique ou la grande distribution, on le sait très bien, ont des contrats des fois de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, c'est déjà le bout du monde. Et donc leurs investissements, ils veulent un retour sur investissement qui ne dépasse pas les 3 ans parce que c'est malheureusement souvent pas... c'est la durée maximum de leur propre contrat. D'accord. Tout à fait. Et effectivement, dans le domaine de la robotique, un des grands enjeux des années à venir, c'est la flexibilité. Je vous en prie. Comme on parle beaucoup de robotique, je voulais aussi parler d'un sujet que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'omniprésence du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que toutes les relations, toutes les connexions, toutes les interconnexions entre les distributeurs, les constructeurs, les clients se font de façon numérique. Bon, on a parlé des engins connectés, mais c'est simplement l'utilisation d'Internet. Et Internet qui est un outil extraordinaire qui permet de mettre en ligne tout un tas d'informations, qui permet de mettre des configurateurs. Demain, n'importe qui peut configurer un engin comme on le fait aujourd'hui, d'ailleurs facilement sur le domaine de l'automobile. Demain, ça se fera.
c'est évidemment une tendance à suivre, mais je ne pense pas, c'est à ça que je voulais en venir, que le numérique va remplacer l'homme, si vous voulez. Je crois que là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette relation, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, cette relation entre le fournisseur, le distributeur, qui est le pivot d'ailleurs, et le client, est à mon sens, reste primordial. Je crois que plus que jamais, et plus je pense les systèmes numériques vont se développer, plus cette proximité, cette liaison, ce partenariat sera nécessaire. L'homme reste, à mon sens, au centre du jeu. Alors évidemment, après, il faut la flexibilité, il y a un certain nombre de choses. Le travail en réseau aussi, qui me semble important, et la position de l'homme. Monsieur Wencker, vous vouliez ajouter un commentaire? Oui. Non, enfin, on est d'accord sur le fait que le numérique, on est d'accord, j'espère, que le numérique ne remplacera pas l'homme. Néanmoins, il va le remplacer sur un certain nombre de tâches. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la question de est-ce qu'il va remplacer l'homme, on est plutôt sur la question de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut plutôt que cette numérisation, cette automatisation, cette robotisation permette à l'homme de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On sait qu'un des problèmes aussi de l'économie française d'une manière générale, c'est que les entreprises ont plutôt des marges limitées, ou en tout cas les taux de marge des entreprises françaises sont plus basses que par exemple le modèle allemand qui est toujours mis en avant en termes de marge. Mais effectivement, un des enjeux à mon sens, c'est de pouvoir reconcentrer ce facteur humain sur des fonctions et des valeurs à plus forte valeur ajoutée. J'imagine que tout ce qui vient d'être dit évoque en vous, individuellement, de l'expérience, des réflexions, éventuellement des inquiétudes, des lectures. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez d'abord votre petit boîtier pour vous entendre, voir un peu sur ce qui vient d'être évoqué, ce qui pour vous fait sens. Voyons ensemble la question. Prenez votre boîtier, s'il vous plaît. Dans ce qui vient d'être dit, et nous en avons repris quelques-unes, quelles sont les innovations, les tendances qui vous semblent les plus pertinentes? De nouveau, ça n'empêche pas les autres d'exister, mais c'est pour avoir une idée. Alors, option A, automatisation des fonctions et dématérialisation, c'est-à-dire ici échange des données informatisées. Évolution technique des matériels, option B. Formulation d'une offre full service, donc ici on est vraiment dans le service et le partenariat, ça c'est l'option C. Et enfin, ce qui a été évoqué en D, intégration d'une approche environnementale. Les votes, les opérations de vote sont ouvertes maintenant. Encore une fois, c'est quelle est l'innovation qui vous semble, la tendance qui vous semble la plus pertinente. Nous faisons une consultation générale, encore 20 secondes pour les opérations de vote, et ensuite vous aurez la parole pour interpeller nos 3 fabricants. Tout le monde a voté. 5 secondes, fin des opérations. 3, 2, 1. Merci beaucoup. Affichage des résultats. Voyons ensemble les résultats. Alors, dites donc, c'est surtout l'option C, c'est-à-dire formulation d'une offre full service. On est à presque 40%, 24% sur l'automatisation des fonctions, presque 25%, 17% pour l'évolution technique des matériels et 19% pour l'approche environnementale. Réaction de l'un d'entre vous sur... Comment dire, ici c'est vraiment un vote central. Est-ce que le fait que ce soit l'option C c'est formulation d'une offre full service, est-ce que ça vous fait réagir, ça vous inspire un commentaire? C'est rassurant pour le présent, je dirais, oui. Puisque c'est le cas, en tout cas dans le chariot élévateur et en ce qui concerne plus particulièrement Fenwick. Donc, ça c'est pour le présent. Ce ne sera pas une surprise. Évidemment, en tant que distributeur ou loueur ou constructeur qui a des réseaux, c'est aussi important puisque ça permet de continuer à maîtriser, je dirais, l'offre et puis d'avoir une linéarité aussi à la fois dans la prestation et dans les revenus de cette prestation. Donc c'est pas surprenant. Après, peut-être qu'on n'a pas suffisamment évoqué la partie environnementale durant la discussion pour peut-être changer un peu les votes. Parce que croyez-moi, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important à l'avenir et une exigence extrêmement importante de nos clients. Ouvrons, si vous le voulez bien, maintenant vous avez la parole. Donc nous avons 2 hôtesses qui doivent être quelque part dans cette salle avec un micro. Vous avez la parole pour interpeller maintenant, échanger les fabricants. Avez-vous des questions
sur ce qui vient d'être dit, ou même des remarques, ou même des expériences personnelles que vous voudriez ajouter au débat, au panorama général de la réflexion sur les tendances à venir. Je vous écoute. Passons tout de suite à la deuxième intervention. Il n'y en aura donc pas deux non plus. Vraiment, là-dessus, vous êtes muet. Une fois que l'on parle de l'avenir, ne fût-ce que par exemple sur la contrainte environnementale ou la dimension environnementale qui, semble-t-il, d'après M. Wencker, est une dimension actuellement sous-estimée. Le pensez-vous? L'estimez-vous? Pas du tout. Oui, si, là-bas tout au fond, dans l'ombre, c'est la travée centrale. Nous sommes à 4 sièges en commençant par le haut, vous descendez 4 ou 5 sièges. J'ai vu 5 doigts se lever, mais timidement. Oui, c'est présent. Merci beaucoup, monsieur. Je vais vous demander du coup de bien vouloir vous présenter votre entreprise, poser votre question et interpeller l'un ou l'autre fabricant. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Bonjour, Patrice Rocher, donc le groupe Boblic dans le Limousin. Moi, je reviens sur l'automatisation. Parce que n'est-il pas dangereux de tout automatiser? Puisque si on automatise tout demain, on n'aura plus de consommateurs, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de salariés. Et après, le problème d'automatiser, c'est que les constructeurs, ils sont à la recherche de baisser des coûts. Donc on va baisser, nous, les produits en finale, et ça va être une guerre à la fin. On n'aura plus ces consommateurs. C'est un pari perdu. Voici l'objet de l'intervention. C'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, il y a 2 axes d'automatisation, 2 domaines à ne pas mélanger. L'usine 4.0, qui est donc usine, plateforme logistique, qui est réservée à un nombre assez réduit d'applications. Et par contre, l'automatisation partielle peut être un réel gain en termes d'exploitation, en termes de sécurité, en termes de pénibilité. Ensuite, vous pouvez voir, quand vous regardez dans les différents pays, ce que l'on attend de l'automatisation est aussi très différent. Si vous regardez des pays comme le Japon, est un pays qui part vraiment à fond en termes d'automatisation par un autre problème, qui est le problème du vieillissement de la population. Et du refus, je mets des guillemets à ce que je dis, d'importation de main-d'œuvre, puisque leur main-d'œuvre de proximité, c'est la Chine, et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir une prédominance démographique chinoise. Donc, eux vont travailler sur l'automatisation pour ces aspects, justement, pénibilité et autonomie. On va travailler en France sur l'automatisation dans des usines sur des aspects rendement. Dire que ça supprime du travail, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Dans certains cas de figure, par contre, on a pu en réimporter. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des industries qui deviennent compétitives et qui restent en France parce qu'elles vont réduire des coûts de production. Vous avez peut-être suivi ce qui se passe avec Arc International, qui a eu depuis un certain nombre d'années des problèmes financiers, qui a changé d'actionnaire récemment, qui est en train de travailler à laisser ses sites de production dans le nord de la France en réduisant ses coûts d'exploitation, en automatisant. Donc ensuite, il est effectivement plus visuel de voir une absence de personnes sur un chariot que de voir une absence de personnes qui empilent des caisses sur une palette. Le résultat est le même. C'est de la productivité et c'est le fait de pouvoir rester compétitif. Merci beaucoup, Monsieur Thomé. Monsieur Wencker, tout va bien? Oui. C'était peut-être juste en complément. J'entendais dans l'intervention que les constructeurs veulent baisser leurs coûts. C'est une chaîne globale. Je pense que c'est d'abord le consommateur qui veut baisser ses coûts. Donc le client, donc le fournisseur du client, donc le constructeur. Après, on peut discuter ou philosopher sur qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est quand même, et nous en premier, en tant que consommateurs, qui attendons des baisses de coûts. Après, effectivement, c'est une notion de compétitivité qui est importante, de préserver malgré tout nos industries ou nos centres de production ou de distribution en France plutôt qu'en Espagne ou en Italie ou en Belgique. Et encore une fois, pour moi, c'est aussi de retrouver des marges de manœuvre dans les entreprises et chez les constructeurs pour pouvoir investir dans des produits, dans des services à plus forte valeur ajoutée. C'est quand même important.
Oui, je rajouterais simplement que la France est nettement en retard sur le plan de la robotisation. L'Allemagne, qui pourtant a un taux de chômage nettement intérieur au nôtre et qui est beaucoup plus compétitif que nous, alors il y a d'autres raisons qui sont plus fiscales, mais a un degré d'automatisation et de robotisation nettement plus élevé qu'en France. Donc je ne pense pas que... Alors évidemment, c'est pas demain non plus qu'on va être robotisé à 100%. Ce sont des secteurs d'activité, comme dit tout ce qui est stockage, logistique, qui sont les plus aptes à être robotisés. Et je pense que ça va dans le bon sens en termes de compétitivité. Et encore une fois, si on prend l'exemple de l'Allemagne et peut-être d'autres pays, il n'y a pas de corrélation entre le taux de chômage et puis l'automatisation, la robotisation des usines. Merci beaucoup. Jean-Luc Thomé. Juste une remarque, on est effectivement très en retard par rapport à l'Allemagne, mais on peut considérer que c'est un combat quasi perdu, mais on est en retard par rapport à l'Espagne et l'Italie, ce qui est quand même plus... ce qui est... Oui, ben, eux ont plus de chômeurs. Oui, mais en termes d'industrie... C'est pour ça que je n'ai pas pris ça comme exemple. Mais peut-être parce qu'ils ont sauté de génération aussi. Tout à fait, oui, oui. Ils ont peut-être pris des mesures qui vont rebondir plus vite que nous aussi. Hein. Donc, Y a-t-il une autre question? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Deuxième question sur les tendances, encore une fois, affirmées, soulignées par les trois fabricants, notamment l'environnement. Aucune autre intervention? Oui, je vous en prie, juste ici. Vous présentez votre entreprise, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, Laurent Mella, CFEUS Group. Aujourd'hui, on voit que les modèles économiques impliquent de plus en plus un positionnement partenarial qui va donc impliquer le fabricant, qui va impliquer le réseau intermédiaire, soit distributeur ou loueur, et l'utilisateur. Ces nouveaux modèles impliquent une approche servicielle, donc une approche où effectivement je vais m'intéresser à l'usage et je vais devoir développer des modèles économiques autour de ça. Donc ça implique de la technologie, ça implique du relationnel, du comportemental, et la difficulté parfois qui arrive, la complexité que l'on voit apparaître, c'est comment trouver un équilibre économique pour proposer des prestations de services en tant que fabricant, sachant qu'il est important d'avoir un lien direct avec l'utilisateur, mais qu'en même temps, vous avez besoin d'un réseau de distribution, d'un réseau de partenaires pour être présent sur le terrain. Comment aujourd'hui, alors ma question, comment aujourd'hui les fabricants que vous êtes peuvent accompagner vos différents réseaux, vos différents canaux dans le partage à la fois du travail et des marges sur des offres plus servicielles? Là, directement, c'est pour vous, monsieur Wencker. Est-ce que, notamment chez vos distributeurs, vos points de distribution, vous mettez en place un certain nombre, une aide, un accompagnement, une anticipation sur ces services en question? On a construit... Alors, les constructeurs, enfin les différents constructeurs, même si on parle du chariot élévateur, ont des modèles, des modèles économiques différents. Il y en a qui sont plutôt concentrés sur voilà, les grands comptes, plutôt sur certaines densités démographiques ou économiques. Fenwick, depuis très longtemps, s'est orienté vers un autre modèle qui est au contraire la densité de son réseau de distribution, la capillarité, la proximité des clients. Et pour ça, on a effectivement un réseau aujourd'hui qui est très dense et nombreux, voilà, puisqu'on a pas loin de 80 sites physiques en France, et on a en général un technicien après-vente, pour parler en tous les cas des prestations de services. On a un technicien après-vente, on dit à moins de 40 km de n'importe quel client potentiel en France, y compris au plus profond, je dirais, de notre géographie française. Donc oui, bien sûr qu'on a un accompagnement permanent et un dialogue permanent avec notre réseau de distribution. On a quelques distributeurs Fenwick qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Vous pourrez échanger avec eux sans que je sois là pour qu'ils aient leur liberté de parole, dont la présidente du DLR, qui a sa liberté de parole, que je sois là ou pas d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Oui, c'est un accompagnement, enfin c'est un échange en tous les cas permanent. Ils nous le challenge, nous les challengeons. Évidemment, on a une offre qui a pour objectif d'être la plus homogène possible pour que nos clients s'y retrouvent aux quatre coins de la France et de préférence aussi aux quatre coins de l'Europe, puisqu'aujourd'hui la problématique n'est plus franco-française, elle est au moins européenne, voire plus. C'était aussi une des remarques de l'intervention de ce matin sur la mondialisation, la globalisation, et que effectivement aujourd'hui on ne peut plus voir notre force de frappe ou notre puissance
quelle qu'elle soit, au niveau purement local ou purement national. Bien sûr, on propose aussi un certain nombre d'outils, de moyens, de systèmes d'information, de formation, que ce soit commercial, que ce soit technique, que l'on propose à nos partenaires qui sont sur le terrain. Donc, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas une problématique au regard, encore une fois, de notre modèle économique qui est basé sur la densité et la proximité. Merci beaucoup pour votre intervention. Y a-t-il d'autres questions encore dans la salle? Merci, monsieur, pour votre question. Je sens que vous avez faim. Allons-y. Que retenir de notre matinée, que retenir de nos échanges ici? Sur ce qui vous attend. Vous êtes convaincu, sur une majorité relative, 37%, que c'est l'entreprise full service qui sera la tendance la plus appuyée, la plus affirmée. Et ceci, pour vous, est capital. Pour ce qui a été dit du côté des fabricants, ils attirent votre attention eux-mêmes, bien sûr, sur le service, c'est important, mais également sur le calcul du coût d'exploitation pour votre client, également aussi sur la numérisation, je vais le dire comme ça et de façon très imparfaite, de vos matériels, et puis aussi d'autres tendances importantes. L'environnement, bien sûr, mais également l'externalisation, et ça se poursuivra, de la maintenance. Et puis enfin aussi sur l'importance de bien comprendre, d'après M. Thomé, qu'il y a une nette séparation à faire entre une automatisation totale d'une solution et d'autre part, une automatisation qui va aider l'homme sur certains aspects pénibles ou actuellement peut-être encore trop insécurisés de certaines de ses actions.